alors, M. Bénard, une saison de chasse un petit peu compliquée, notamment pour les chasseurs de gibier d'eau. Notamment pour les chasseurs de gibier d'eau, qui ont eu une interdiction suite à l'influenza aviaire et le classement en zone élevée de risque pour l'ensemble de la France. Les chasseurs de gibier d'eau, les gens qui chassent au gabion en particulier, n'ont pu déplacer leurs appelants. Ceux qui avaient des appelants à la maison ont dû les laisser à la maison. Seuls ceux qui avaient des oiseaux sur place ont pu les utiliser, et encore en nombre réduit. Mais la fédération, malgré cette période difficile d'influenza, de Covid, a quand même continué à travailler sur les missions qui lui sont confiées. Le pôle réseau continue son travail, travail de conseil, travail d'assistance auprès des particuliers qui, dans le cadre de la loi sur l'eau, loi qui est sortie en 1992, pose quelques problèmes aux propriétaires de gabions qui voudraient entreprendre des travaux. Aujourd'hui, dans le cadre de la cellule zone humide, on a 120 propriétaires qui nous ont donné un avis favorable par rapport à notre démarche. Ça représente 1100 hectares de zone humide sur l'ensemble du département. Non, c'est pas rien. Et c'est réparti dans l'ensemble du département. On s'intéresse aux vallées côtières, mais il y a aussi toutes les zones humides chassées sur les boucles de Seine-Aval. Et maintenant, le pays de Bray qui nous occupe beaucoup. Natura 2000. Moi, j'ai quand même souvent entendu les chasseurs se plaindre de Natura 2000. Alors Natura 2000, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai qu'au départ, on ne savait pas trop bien ce qui se préparait derrière tout ça. Aujourd'hui, il y a deux facettes avec Natura 2000. Il y a une facette réglementaire, effectivement. Certains projets sont soumis à une réglementation spécifique auquel on doit se conformer. Mais il ne faut pas oublier non plus la facette financière qui permet d'aider aujourd'hui les gens dans les travaux de gestion avec des taux intéressants, parce que les contrats Natura 2000 qui permettent de financer ces choses-là peuvent être pris en charge en totalité. C'est l'Europe. C'est l'Europe, par le biais des services de l'État. Donc aujourd'hui, on a réussi à mettre en place plusieurs contrats pour restaurer des mares, pour restaurer de la tourbière, pour entretenir des milieux. Et très clairement, c'est des choses qui sont, forcément, il faut les gérer techniquement et administrativement, mais qui sont quand même très intéressants et qui nous permettent de faire de l'action sur le terrain rapidement. Les chasseurs aujourd'hui aiment bien avoir une connaissance de leur territoire, et c'est vrai que quand on fait les inventaires, souvent on les associe et ils sont à la fois étonnés, surpris de ce qu'il y a chez eux et tout à fait sensibles à cette biodiversité-là, et que c'est bien le résultat des efforts qu'ils mènent quotidiennement sur les territoires qui font qu'aujourd'hui on a des cortèges d'espèces tout à fait remarquables. En quelques mots, comment tu me résumerais dans le cadre des travaux d'ISNEA la migration post-nuptiale 2020 ? Alors, la migration post-nuptiale, ça a été une saison quand même assez contrastée, mais somme toute très correcte sur le plan du gibier d'eau. Alors, on a donc une saison de migration qui a suivi un été, comme à l'accoutumée en ce moment, un été très sec. Mais malgré tout, on n'a pas subi de restrictions réglementaires particulières pour remplir les mares de huttes, notamment comme on a pu le connaître par le passé. Donc globalement, pour les marais qui sont gérés de cette manière, on a pu mettre en eau des platières à bécassines par exemple, et donc profiter d'une migration quand même assez intéressante sur le plan des bécassines. Ensuite, la saison concernant le canard au gabion, on a connu donc un début de saison assez correct, et ensuite une arrivée du froid assez importante à partir de mi-novembre, pas trop avant en ce qui concerne la vague de froid. Donc ce qui a commencé du coup à pousser sérieusement les bécasses qui sont arrivées sur le terrain à partir de mi-novembre, difficilement au début du mois, comme des fois certaines années on peut connaître une migration assez précoce dès le début du mois de novembre. Là, ce n'était pas forcément le cas cette année. Bien sûr que la saison de chasse a de fait été un peu amoindrie, entachée par ces problèmes de grippe aviaire. Tout à fait. Alors la saison de chasse aux oiseaux migrateurs a été particulièrement entachée cette année par l'arrivée de la grippe aviaire.
qui, sous cette nouvelle formule H5N8, a complètement ankylosé le transport d'aplants dans un premier temps, et pour en finir à une interdiction totale et complète de transport des oiseaux. Donc, ce qui a quand même compliqué très sérieusement la tâche pour les chasseurs du domaine public maritime notamment, et un petit peu moins pour les chasseurs du domaine terrestre, dans la mesure où des dérogations ont été obtenues pour pouvoir utiliser des appelants sensu stricto sur place qui restent et qui ne bougent pas de la mare de hutte. Ce qui est impossible sur le marais. Voilà, ce qui est relativement impossible avec le phénomène des marées sur le domaine public maritime en général, quoi. Après, j'entends dire qu'on a eu en particulier une belle migration de griffes cette année. Alors sur nos suivis donc qu'on réalise à Antifère, on suit particulièrement les grives à ce moment-là. Effectivement, on a vu une belle migration de grives cette année, notamment assez riche en diversité, avec une belle présence de litornes notamment, et toutes les espèces de grives étaient présentes durant la migration. Donc ça, c'est quelque chose de relativement intéressant. Un petit peu moins peut-être de pinsons des arbres qu'à l'accoutumée. Et toujours de l'étourneau sansonnet en bon nombre sur la falaise également. Un mot très rapidement, j'ai entendu dire qu'un radar ISNEA était arrivé en baie de Seine. Alors le radar ISNEA est effectivement en place en baie de Seine, et donc va donc nous permettre de suivre toute la migration post-nuptiale de l'hiver 2020-2021. Il est donc en place en baie de Seine depuis cet été précisément, cet été 2020. Donc le côté intéressant, c'est qu'on a aussi en fin d'hiver subi une vague de froid qui a poussé d'énormes contingents d'oiseaux d'eau et de migrateurs terrestres en tout genre, qui, on l'imagine, ont donc bien été comptabilisés par ce radar ornithologique. On sait que de plus en plus, les chasseurs vont devoir amener des éléments pour que la chasse des oiseaux migrateurs puisse être maintenue tant que faire se peut. Voilà, donc les chasseurs de migrateurs sont très attendus sur les études de prélèvement, effectivement. Donc quand je parle d'études de prélèvement, j'entends par là donc les études volontaires dans lesquelles on peut fournir des ailes de canard, des limicoles prélevés à la chasse, que nous derrière on va analyser, étudier finement pour déterminer la dynamique de ces populations, en étudiant l'âge ratio, le sexe ratio de ces espèces-là. Mais au-delà de ça, il y a des enquêtes qui sont bien plus simples, mais qui sont des données aussi primordiales concernant les prélèvements. C'est en fait la déclaration des prélèvements réalisés à la chasse. Donc ça, c'est une donnée primordiale qu'on peine parfois à collecter avec les chasseurs. Et ça, il faut vraiment que le chasseur prenne le réflexe de déclarer de manière commune et simple à chaque fin de saison tous ces prélèvements réalisés, notamment pour faire référence aux migrateurs, les prélèvements réalisés sur le domaine public maritime, qui doivent, depuis quelques années maintenant déjà, être déclarés obligatoirement à la Fédération des chasseurs et de manière individuelle. C'est-à-dire chaque chasseur qui chasse sur le domaine public maritime, donc en Seine-Maritime, via sa carte et sa cotisation à CDPM, doit systématiquement chaque année nous rendre son bilan, alors même s'il est négatif, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que si on fait un prélèvement nul ou qu'on n'a pas chassé le limicole, il faut rendre une donnée, une enquête de prélèvement avec 0 prélèvement. Et ça, c'est une donnée parce que ça nous renseigne sur la pression de chasse afférée à chaque espèce de limicole, quoi. D'accord. Qu'en est-il de Chasse Adapt ? Alors Chasse Adapt, c'est une application qui fonctionne très bien et qui séduit de plus en plus de chasseurs. Donc pour toutes les personnes qui sont relativement à l'aise avec un téléphone, même on va dire une personne qui ne maîtrise pas forcément super bien le téléphone, s'en sort avec Chasse Adapt, dans la mesure où c'est une application assez intuitive. Et en quelques clics, on a un mot de passe à retenir pour ouvrir l'application. On arrive à l'ouvrir, à déclarer son prélèvement en direct sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui, on le ressent tout de suite, en tout cas en termes de déclaration de prélèvement, nous permet de regagner en déclaration de prélèvement de bécasse, chose qu'on perdait quand même depuis quelques années avec les carnets papier. Là, on sent un regain, un retour des enquêtes de prélèvement obligatoires hein, également pour la bécasse, quoi. Aujourd'hui, Chasse Adapt, avec
pas de chasse d'eau en février, et fermeture du courlis, Chasse Adapt ne fonctionne que pour la bécasse, je ne me trompe Alors, pas. pour le moment, effectivement, Chasse Adapt ne fonctionne que pour la bécasse des bois, à côté du carnet papier. Mais on a possibilité de renseigner nos prélèvements d'oie de manière, je dirais, bénévole sur l'application à titre informatif. C'est quelque chose toujours qui est bon de collecter pour ensuite avoir des données de terrain sur les prélèvements d'oie cendrée réalisés à droite et à gauche au niveau national, quoi.